Oui. Ah bah, le président qui préside. J'ai encore un petit peu de force. Merci. Les meilleurs sont toujours les derniers qui restent. Donc, merci Anissata. Je t'embrasse. J'ai toujours un plaisir à t'embrasser. Merci, toujours aussi. Et puis notre ami. Donc, j'avais préparé une introduction assez longue. Mais comme il y avait des absents, vous avez vu, alors j'ai dit, je ne vais pas abuser de votre temps. Mais maintenant qu'on est là, et je vous assure qu'une fois, il y avait des personnes qui sont venues des îles Caraïbes. J'adore Haïti, je ne sais pas si vous avez, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai des amis là-bas en Martinique. Ils sont venus, et puis après, ils étaient frustrés parce qu'on ne leur a pas donné suffisamment de temps. Vous savez, là, ils n'ont pas pris leur temps. Et on est resté jusqu'à 8 heures du soir. Là où on était, donc on a fini par danser, chanter, et c'était magnifique. Ceci étant, je vous remercie premièrement. Je remercie les intervenants et intervenantes. Vous avez vu, c'était intéressant, hein, cette journée. L'essentiel, on n'avait pas quelque chose à vendre. On n'avait que l'échange entre nous, en premier lieu, de savoir qu'on n'est pas seul dans son petit coin. C'est ça l'essentiel, c'est qu'il y a des personnes de bonne volonté, il y a des gens, des citoyens et citoyennes qui ont un cœur aussi gros que le vôtre, et qu'il suffit d'y croire et d'y aller, et aussi de partager avec d'autres. Donc si on est tout seul dans son petit coin, eh bien on s'épuise. N'hésitez pas à téléphoner, n'hésitez pas à rencontrer, n'hésitez pas à partager. Quelquefois c'est difficile, mais vous savez, on arrive toujours si on a la conviction qu'on va faire du bien. En ce qui concerne, il faut quand même, autre point, c'est-à-dire tous les actes de nos colloques, ils sortent en ouvrage. Vous savez, il y a des ouvrages des anciens, vous pouvez les commander à Migration Santé, j'espère qu'ils étaient là. Et aussi, et si vous le remarquez, c'est vous aussi qui participez. Il y a les intervenants qui vont développer ce qu'ils ont exposé, il y a des chercheurs, il y a des acteurs sociaux, donc il ne faut pas dire j'écris, je ne sais pas écrire. Tout ce qui vous passe par la tête, on a des éminents membres, comme le professeur là en face de moi, Émile-Henri Rillard, que vous avez vu la présider, comme Stéphane Tessier, le docteur éminent que vous avez suivi. Donc, ils peuvent communiquer avec vous et mes autres collègues, Ali Benhamer, etc., et Mohamed, c'est-à-dire, vous avez un texte, vous n'avez pas l'habitude de publier, eh bien, il y aura des professionnels qui ont l'expérience, qui échangeront avec vous, développeront, et ça vous fait quand même un acquis pour votre prochaine, parce que chacun de nous, il est capable d'évoluer, et pourquoi pas ceci. En ce qui concerne les recommandations, elles sont très simples. C'est un petit peu ce que je devrais dire au début. Donc, c'est-à-dire, on a fait une réunion très importante. Il y a un ouvrage, et puis après, on va le publier, et ça s'inscrira dans l'histoire, parce qu'il y a peu qui parlent de ces questions-là, et il en parle, mais pas comme on a parlé aujourd'hui. Ceci étant, les recommandations des parcours migratoires, et en particulier des mineurs non accompagnés, ce qu'on demande, en fin de compte, il y a une évolution des lois, mais il faut exiger l'application stricte des dispositifs de loi de l'État français qui a été cité, donc on a bien entendu, ceux de la Commission européenne, donc il y a des lois parce qu'on est en Europe, donc il y a aussi la France, il a signé toutes les lois de l'Union européenne, elle est censée les appliquer, donc si ça ne va pas, ici on peut se référer à la Commission européenne et de l'ONU, parce qu'il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il ne faut pas oublier, quelquefois, on oublie l'essentiel, la base sur laquelle, pourquoi cette Déclaration universelle. Il reprend la Déclaration du citoyen, la Déclaration de l'homme et du citoyen de la Révolution française. Donc, on est en France, on a des valeurs, il y a un socle qui est toujours inscrit partout, liberté, égalité, fraternité. Donc il y a des gens qui ont donné leur sang à travers tous ces siècles. Eh bien, il faut s'y attacher si on est fraternel. Et les lois doivent se référer à ce socle essentiel qui est venu par tout ce qui a été donné avant nous.
Donc il y a aussi la Déclaration universelle, comme j'ai dit, 48, et celle des droits de l'enfant de 1959. Donc cette loi, elle est essentielle, et bien sûr les conventions et la loi se référant aux droits de l'enfant. Donc le droit de l'enfant, la loi de 2016, de Taubira, si vous vous rappelez, et puis il était aussi une autre loi en 2022. Donc il faut que les lois soient respectées, et on peut toujours se référer pour demander le respect des mineurs, surtout quand ils ont un âge qui ont 17 ans et 18 ans et qui ne sont pas reconnus dans leur minorité. Deuxièmement, l'application stricte de la loi du 14 mars 2016, c'est ce que je viens de dire, relative à la protection de l'enfant, renforcée par les dispositions de la loi du 7 février 2022, relative à la protection des enfants, consacrant une protection spécifique de toute personne mineure non accompagnée. Troisièmement, définir clairement le rôle de l'État. Parce que quelquefois, ça a été dit, on ne sait pas qui fait quoi. Il y a l'État, et malheureusement, l'État ne donne pas beaucoup au département. Il ne donne que 2%, si vous avez vu. Alors les départements, ils disent qu'on ne peut pas mettre notre tournesous dans ceci. Donc il faut que l'État prenne en charge parce qu'il a le devoir essentiel. Et puis, définir le rôle des départements et de chaque institution pour éviter à l'enfant mineur non accompagné d'être ballotté d'un organisme à l'autre. Et c'est important, il n'y a pas les enfants, quelquefois ces jeunes, ils font le parcours du combattant pour se retrouver après en dehors de l'âge limite. Quatrièmement, coordination et contrôle de différentes institutions pour l'application des dispositifs de protection des mineurs non accompagnés. Il faut, les différentes institutions, il y a des contacts, il y a des liens, ils n'ont pas compartimenté, et puis on va dans une institution, on ne sait pas, personne nous oriente qu'il faut aller vers l'autre, et eux, il faut qu'il y ait une coordination entre elles. Contrôler les lieux d'accueil. Donc ça a été dit, il faut contrôler les lieux d'accueil, quelquefois ils sont dans l'hôtel, alors que la loi, comme je viens de dire, il interdit de mettre les mineurs non accompagnés dans des hôtels. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sécurité, tout le monde peut passer, il y a les proxénètes qui peuvent passer, il y a la prostitution qui se fait dans certains hôtels. Donc tout ça, le mineur, il faut qu'il soit dans un cadre, dans un lieu où il est en sécurité. Et ça, c'est le premier devoir de l'État et des départements et de ceux qui s'occupent de l'enfance. Donc, contrôler les lieux d'accueil et du suivi. Donc, il faut qu'il y ait toujours un suivi, ça a été dit. C'est facile d'accueillir, mais il faut qu'il y ait un suivi. Et le suivi, il faut qu'il y ait tout un parcours éducatif, etc. Coordination des actions des différents acteurs. Donc, ça a été dit, et on a insisté qu'il y a les différents acteurs. Il ne faut pas que chacun se sente tout seul. Il faut que les accueillants, les médecins, etc., sont ensemble. Multiplier les lieux d'accueil pour éviter de placer les enfants dans des lieux ne garantissant pas leur protection intégrale, comme les placer, etc., dans les hôtels. Renforcer par les moyens suffisants les services de protection de l'enfance en errance dans les MNA. Former les acteurs en relation à la démarche interculturelle des différents acteurs et institutions en rapport avec les enfants en errance et tout particulièrement. Donc il y a la formation, c'est essentiel. On n'est pas obligé de naître connaissant tout ce qui se passe, mais il faut qu'on nous donne les moyens pour apprendre comment mettre en œuvre ce qu'on a dans le domaine où on est. Développer les actions de prévention en soutenant efficacement les associations et structures qui s'occupent de l'accueil et de la protection des mineurs non accompagnés. Renforcer les actions et la solidarité citoyenne. C'est ce qu'on a dit, il y a l'exemple là que j'ai voulu citer, mais on n'avait pas le temps, des collectifs qui se créent, des collectifs citoyens. Il y a aussi qu'il ne faut pas culpabiliser les personnes qui agissent pour accueillir les mineurs non accompagnés ou les migrants en général. Que ce soit celle des personnes sensibles à l'accueil et l'accompagnement des mineurs non accompagnés ou de ces enfants et jeunes eux-mêmes. Ceci en soutenant par différents moyens les collectifs qui se constituent à cet effet. Insister sur la prise en charge psychologique des mineurs non accompagnés. Donc les mineurs non accompagnés, c'est normal, le physique il est encore là, heureusement,
pas comme moi, déjà vieux et le physique commence à fléchir, mais c'est les problèmes psychologiques en premier lieu. Donc il faut qu'il y ait une attention toute particulière soit portée à la situation psychique de l'enfance. Renforcement et suivi adéquat de la scolarisation, parce qu'on est dans une société où la scolarisation est obligatoire, donc il faut que ces enfants vont à l'école, vont à la formation des mineurs. Éviter, lors de l'entretien d'évaluation sociale et de l'appui à l'évaluation de la minorité, le recours à l'utilisation des fichiers Visabio et les fichiers AGDREF utilisés pour la gestion des ressortissants étrangers. Donc tous les ressortissants étrangers, ils sont fichés, ils ont des fichiers pour que ce soit dans les douanes, etc. Donc il ne faut pas les appliquer à des mineurs, donc c'est-à-dire en les traitant déjà comme adultes. Donc éviter, et surtout le recours, parce qu'il y en a dans les évaluations sociales, il faut savoir qu'il y en a qui font appel au recours à des fichiers fausses de but, c'est-à-dire des mineurs pour les trafiquants, etc., etc. Donc, la date du recours des mineurs, ce que j'avais dit moi, et ce que ça a été dit, les mineurs en accompagnés auprès d'un juge d'enfant, il faut l'apprendre au moment de son arrivée, de sa déclaration, et tout en disant qu'aussi il faut croire à l'enfant. Peut-être il va se tromper en racontant des histoires, que nous, ça nous appasse des histoires, parce qu'il est dans une situation toute particulière, mais le juge ne va pas prendre la date où il est arrivé chez lui. Il faut prendre la date où il est rentré en France, même si l'enfant, il vient, il est là où il peut être, et puis on le découvre 6 mois, 1 an après, et ben on va le croire qu'il est là depuis cette date, parce que etc. Il y a des témoins, etc. Ce qui est primordial, et je finis, est prise en considération de la parole de l'enfant. Insister, le mettre en confiance dans l'enfance et croire à ce qu'il nous dit, et non pas le mettre en situation, et ne pas le mettre en situation de quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Toutes les déclarations d'accueil, d'accompagnement et au niveau des différentes institutions et services administratifs, éducatifs, associatifs doivent converger à ce que l'humain, tout ça doit converger vers l'humain, celui de protéger un enfant en détresse. Et merci.